Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information politique. D'abord, le président de la République, Macky Sall, n'a pas eu de souci à choisir le représentant de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les élections locales de 2022. En effet, Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba ont pu trouver un consensus avant la décision du leader de la coalition. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. La preuve, certains ont décidé de faire cavalier seul. C'est le cas de Mame Mbaye Niang. Une défiance selon Papa Mahawa Diouf face au jury du dimanche. La synthèse d'Abdourahmane Ly. Des échanges constants pour un consensus sur celui qui va représenter la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar aux prochaines locales. C'est la stratégie privilégiée par Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr avant que Macky Sall, président de la coalition, ne tranche. Une révélation de Papa Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr se sont parlé, ce sont des frères. Ils ont longuement échangé. L'un est parti donc sur la coordination nationale de ces élections très importantes. L'autre, le camarade d'Abdoulaye Diouf Sarr, va s'occuper de la capitale et aussi de sa localité Yoff. Et ils vont être donc le leadership principal de cette dynamique à Dakar, mais aussi au niveau national. C'est des discussions qui vont être pratiques et dont l'objectif unique est de servir. Ceux qui n'ont pas été servis justement et qui ont décidé de claquer la porte de la coalition présidentielle pour faire cavalier seul aux prochaines locales sont entre autres Abdoulaye Baldé, Seydou Diouf ou encore Mame Mbaye Niang. Ce dernier, par ailleurs chef de cabinet du président de la République, n'a pas l'intention de se soumettre à la volonté du président de coalition. Avec sa coalition Sénégal 2035, Mame Mbaye Niang ne cache pas son intention de diriger Dakar. Une défiance, Pape Mahawa Diouf veut d'abord y voir plus clair. Aucune indication sur une telle coalition. J'ignore tout de cette coalition. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il faudrait que ce soit confirmé au bout du compte, que ça est ce dont je doute. On va voir ce que ça va donner. Il aurait peut-être reçu le visa du grand patron? Non, il n'y a pas d'autre visa que le visa de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il ne pourrait avoir d'autres visas d'ailleurs. Donc on peut affirmer, sans risque de se tromper, qu'il s'agit bien d'une défiance. Si ça va jusqu'au bout, oui. Mais pour moi, il faut attendre de voir jusqu'au bout qu'est-ce que ça va donner. Des élections locales d'un grand enjeu qui avait d'ailleurs poussé le directeur de cabinet du président de la République à déclarer que les résultats du scrutin trancheraient le débat sur le troisième mandat du président Macky Sall. Tout en s'abstenant de donner son avis sur le fond de la question, Pape Mahawa invite à faire la différence entre la fonction de chef de cabinet qu'occupe Mahmoud Saleh et le titre de membre de la coalition présidentielle. Et l'invité du JDD s'est également prononcé sur la relance de l'activité touristique. L'agence de promotion touristique lance l'initiative Tamou Sénégal, un concept qui a néanmoins besoin d'un souffle nouveau qui épouse la nouvelle stratégie axée sur le tourisme religieux qui occupe d'ailleurs une place importante dans ce secteur selon Papa Mahawa Diouf, directeur général de l'ASPT. Nous l'écoutons au micro de Khalifa Diakhaté. Ça a été vraiment un franc succès. Ce que je peux dire, c'est qu'au 10 août du août dernier, j'ai eu des amis qui m'ont appelé, qui voulaient de la place à Saly. Je n'ai pas pu en trouver. Ah oui, voilà. C'est affiché plein. C'est affiché plein, y compris dans les hôtels comme dans les résidences. C'est bon signe plutôt. C'est bon signe. Ouais. Voilà, c'est l'une des initiatives que nous avons prises dans la nouvelle stratégie qui va être lancée prochainement en décembre, de la promotion de la destination Sénégal. Le développement de produits est extrêmement important. Avant, il y avait beaucoup plus de promotion, de marketing et pas assez d'ingénierie de développement de produits. Et parmi les produits qui ont été positionnés, le religieux est en première ligne. Pour une raison simple, la demande est forte. Aujourd'hui, il ne se passe pas 24 heures sans qu'on nous parle du tourisme religieux. Hier, on m'en a parlé. Avant-hier, j'en parlais avec un de vos homologues qui faisait une spéciale à Medina Bay. Vraiment, il semble que cette demande pour le développement du tourisme religieux est désormais irréversible. Je peux annoncer, sans risque de me tromper, que dès le début 2022, nous allons organiser un forum sur le sujet. On va regrouper l'essentiel des acteurs de l'offre religieuse, du clergé catholique jusqu'à toutes les confréries, pour qu'on se rassemble quelque part et qu'on dise ensemble qu'est-ce qu'on appelle tourisme religieux et qu'est-ce qu'il faut développer, quels sont les besoins, qu'on puisse mettre ça en bonne structuration. On va proposer ça à l'autorité.
Et pendant ce temps, les acteurs de la pêche s'opposent à l'implantation des usines de farine de poisson et d'huile partout dans le pays. En conclave ce samedi à Saly, à Hambourg, ils ont décliné une stratégie régionale de défense de leurs droits devant les juridictions nationales. Écoutons à ce propos leur porte-parole Amadou Kamara au micro de Muntaga Khan. La mise en place de cette coalition nous permettra de mieux prendre en compte les difficultés des acteurs de la pêche, de mieux travailler ensemble et de fédérer toutes les forces vives du secteur de la pêche artisanale pour la durabilité de la pêche et la protection des divers métiers représentés dans la coalition. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les idéaux de bonne gouvernance, de transparence, de protection des océans et de nos métiers, de respect de l'environnement et du cadre de vie des populations côtières soient réservés. À cet effet, nous appelons la société civile sénégalaise et toutes les personnes éprises de justice qui sont conscientes du rôle stratégique que joue la pêche pour la sécurité alimentaire et la survie des communautés de pêche, à se joindre à nous et soutenir notre combat pour une gouvernance transparente et équitable des pêcheries au Sénégal. L'actualité, c'est aussi les impactés du train express régional de Dakar, Pikine et Rufisque qui sont retrouvés pour dénoncer le refus de l'APIX d'étudier les 1000 dossiers en attente de conciliation. Ces impactés ont enclenché une procédure de vérification avec les banques pour être indemnisés avant l'exploitation du TER. Babacar Seck, compte rendu. Sur les 7 points de négociation entre les impactés du TER et l'État du Sénégal, ces 4 ont abouti. Cependant, l'obstacle réside sur l'étude des dossiers au cas par cas. Quand l'APIX nous dit, le grand entreprise pour les grands travaux de l'État nous dit que quand on lui remet 2000 dossiers, il nous dit qu'actuellement il ne peut pas traiter ces dossiers puisque tout simplement c'est volumineux. C'est puisque ça montre encore sa mauvaise volonté et aussi la nullité du travail qu'ils ont abattu. C'est très simple. 2000 dossiers, s'ils ne peuvent pas traiter ça, c'est puisqu'ils n'ont pas bien fait le travail et aussi ils n'ont pas la volonté. Puisqu'au départ, on était 16 000, autant ils se sont donné la peine de traiter sur les 16 000 dossiers. Aujourd'hui, quand il s'agit de réclamants, ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens. Les impactés vont saisir les bailleurs pour une vérification de conformité. Si la conciliation ne passe pas, il y a d'autres leviers qui sont en train d'être activés, c'est-à-dire la vérification de conformité, puisque l'APIX n'a pas le droit de faire ce qu'il veut de ce projet. Il y a des textes préalables qu'on appelle des sauvegardes opérationnelles pour que la personne affectée ne soit pas virée dans la paupérisation. Si ces sauvegardes ne sont pas respectées, la banque a le droit de passer à la vérification de conformité. Certains l'appellent audit, certains l'appellent vérification de conformité. À moins de 2 mois du début de l'exploitation du TER que le président de la République a confirmé lors de la pose de la première pierre du centre d'oncologie à Diamniadio, près de 2000 impactés attendent toujours la fin des conciliations. Et à Kaolack, c'est parti pour la 6e édition de la foire internationale de la région prévue du 28 octobre au 14 novembre. La cérémonie officielle s'est tenue ce vendredi et plus de 900 exposants y sont attendus. À Kaolack, le compte-rendu d'Adamassar. Cette coupure de ruban marque le démarrage de la 6e édition de la foire internationale de Kaolack. Une opportunité pour relancer l'économie de la région fortement touchée par la Covid-19. Et vous avez vu, il y a beaucoup d'exposants et que nous avons innové beaucoup de choses. Première chose, c'est fêter les 110 ans de la Chambre. Aussi, il y a aussi une centrale d'achat que des grossistes et des industriels ont installée pour permettre à la population d'acheter des produits à des prix très réduits. Il y a presque 900 exposants. C'est vrai qu'il y a des stands qu'il y a 2-3 personnes. Mais je pense que globalement, le site
entre minimum 400 stands. Cette année, le parrain est Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Selon le promoteur de la FICA, plusieurs raisons expliquent ce choix. Vous savez bien que, à part du côté spirituel, les jeunes doivent savoir qui est Baye Niass. Baye Niass était un nationalisme kaolackois. Il signait Kaolack. Il faisait la promotion de Kaolack partout, en Chine, aux États-Unis, au Nigeria. Donc c'est un exemple qu'on doit avoir parce que lui-même il a dit je traverse les routes, l'air, la mer, mais uniquement pour avoir la bénédiction de bon Dieu et de laisser aux jeunes générations un exemple. Je pense que c'est ça que nous devons montrer et de montrer qu'est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il est devenu et son héritage. C'est pour ça qu'on l'a donné Cheikh l'Islam Baye Niass. L'investissement privé national, la solution durable pour l'emploi des jeunes est le thème retenu pour cette 6e édition. Le pays invité d'honneur est la Mauritanie. Santé, un sommet régional sur le VIH-Sida a démarré ce 31 octobre à Dakar. Objectif, trouver des voies de riposte concrètes face à cette maladie qui a été un peu négligée face à la pandémie de Covid-19. Papa Madiara Tessar, compte rendu. Avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, les stratégies de lutte contre le sida ont vu leurs résultats baisser, suffisant pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre de se retrouver dans ce sommet pour organiser une riposte. Ça fait 2 ans que nous vivons avec la crise sanitaire liée à la Covid-19 et cela a eu un impact sur l'ensemble des programmes de santé, en particulier sur le VIH, qui est une pandémie qui était là avant la pandémie de la Covid-19. Et nous avons eu plusieurs répercussions sur les programmes de dépistage, les programmes de prévention, les programmes de prise en charge. Et c'est pour cela qu'il était important que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre puissent se retrouver pour échanger des expériences et voir comment ensemble on peut répondre de manière collective à l'épidémie du VIH. Le Sénégal a fait d'énormes efforts dans la lutte contre le VIH-Sida, mais des disparités persistent au sein de certaines franges de la population. 80% des Sénégalais infectés par le VIH connaissent leur statut. 87% d'entre eux sont sous traitement antirétroviral et 81% ont obtenu une charge virale indétectable. Cependant, tout en saluant ces performances, nous devons considérer les énormes disparités qui existent avec des enfants, des adolescents et d'autres populations parmi les plus vulnérables qui sont insuffisamment prises en compte. La stigmatisation des séropositifs constitue également un frein à cette lutte contre la propagation de cette maladie. Les cas des enfants touchés inquiètent. Les enfants, à cause de la stigmatisation ou de l'autostigmatisation des parents qui pensent que s'ils amènent leur enfant se faire soigner, on va deviner leur statut sérologique. Mais aussi les populations les plus vulnérables, les populations clés, pour qui effectivement il y a des barrières sociales. Une panoplie de personnalités, dont des ministres de la Santé de 20 pays, des experts, des acteurs de la société civile, de l'ONU-SIDA et des bailleurs de fonds vont échanger pendant 3 jours à Dakar durant ce sommet régional. Clôture le 2 novembre prochain en présence du chef de l'État Macky Sall au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Et nous parlons cinéma à présent. Curia d'Icône, c'est sur la 2e plage de Ngora, accueilli hier soir une projection de film Les pieds dans l'eau, comme cela se fait tous les 15 jours. Et hier soir, c'est le documentaire à Poisson d'or, Poisson africain, qui a été projeté sur l'île avec des spectateurs. Mamadou Dia et Barassaoui y étaient. Reportage. Pour se rendre à l'île de Ngora, la beauté de la traversée nocturne est imparable. Encore mieux, avec un film au bout de la traversée.
Sur place, un public se joint à des cinéastes le temps de la projection d'un film documentaire. Là, c'est l'endroit de Djibril, c'est l'endroit de Joachim, c'est l'endroit de Moudou Melunsey, c'est l'île aux artistes, quoi. Sur cet espace insulaire, certains spectateurs sont parallèlement à table, d'autres s'allongent, les pieds dans l'eau. Ces instants édéniques, ils les doivent à ce neveu de Djibril Diop Mambéty. Le gérant de la fondation Yadikone garde jalousement le legs de son oncle. Il perpétue l'œuvre à travers Cinéplage. Cinéplage, ça c'est l'idée de Djibril. Parce qu'autant avec Djibril, quand j'étais plus jeune, on faisait des cinémas itinérants avec Djibril. Donc quand Djibril est parti, donc je me suis dit pour faire plaisir à mon oncle, pour faire plaisir à Djibril, que ça Félix, que ça tout le monde, comme ce sont mes papas spirituels. Donc moi je continue, moi je fais qu'une continuation de tout ce qu'ils ont commencé. Tous les samedis de chaque mois, une fois par 15 jours, je fais une projection, j'invite les cinéastes que j'ai connus. La commémoration du décès d'un célèbre cinéaste contemporain à Djibril Diop Mambéty se profile à l'horizon. Le film de son disciple spirituel est à l'honneur sur l'île. Là, on approche pour le 6 novembre. Parce que le 6 novembre, ça va être l'anniversaire de la mort de Samba Félix. Donc, comme c'est un film que Thomas, c'est un fils de Samba Félix, Samba, c'est son papa spirituel. Donc, je me suis dit aujourd'hui, pour un peu lancer l'histoire du 6 novembre, qui va faire le mois de novembre, le mois de la documentation. Là, j'ai invité Thomas à présenter son film. Poisson d'or, poisson africain. C'est le titre de ce documentaire d'une heure. Le réalisateur évoque la transformation des produits halieutiques à Kafountine, sans oublier de dire halte au pillage des fruits de mer. C'est un film qui s'appelle Poisson d'or, poisson africain, qui a été réalisé à Kafountine, en Casamance, qui parle en fait de l'importance de la pêche artisanale et de la transformation des produits halieutiques pour le Sénégal et pour tous les pays voisins du Sénégal. J'ai voulu montrer pas mal de choses quand même, quoi. Donc ça serait un peu long à détailler, mais pour résumer, c'est la valeur du courage et le travail des gens pour une souveraineté alimentaire et pour une culture gastronomique forte au Sénégal et dans les pays voisins. Les spectateurs tombent sous le charme du document, occasion d'évaluer le film. Là, je ressens vraiment de l'émotion. Puisque moi j'ai été à Kafountine et puis j'ai fréquenté la pirogue, j'ai fréquenté les pêcheurs. En fait, ce qui était dans le documentaire, c'est comme si réellement moi j'étais là au moment du tournage. Cinéplage date de 10 ans. Tous les 15 jours, les samedis, des films sont projetés sur l'île d'Ngorda, les pieds dans l'eau. Ce documentaire, Poisson d'or, poisson africain, s'est terminé sous l'acclamation des insulaires. Poisson africain, donc un documentaire de Thomas Cran et Moussa Diop. C'est ce qui met en terme à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.